Avez-vous l'impression de toujours avoir le choix? Ou plutôt que c'est la vie, les autres ou le hasard qui décident pour vous? Et lorsqu'enfin vous prenez une décision, qui est vraiment aux commandes? Vous? Ou vos habitudes, vos peurs et tout ce qui vous influence sans que vous le voyiez? Bienvenue dans le fil d'argent, le podcast qui dévoile les tissages de nos univers. Moi, c'est Anne, ancienne des temps modernes, et aujourd'hui, nous allons tirer un fil un peu particulier, celui du libre arbitre. Vous savez, cette idée qu'on aurait le pouvoir de choisir vraiment, librement. Mais est-ce que ce fil est solide ou est-ce qu'il s'effiloche sous le poids de nos habitudes, de nos peurs et de toutes ces influences invisibles qui guettent nos décisions? Installez-vous confortablement dans ma cour arrière et surtout, accrochez-vous, car ensemble, nous allons démêler une pelote invisible qui tisse réellement nos vies et peut-être découvrir qu'au fond, choisir, c'est un art magique plus subtil qu'on ne le croit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons les choses au clair. Le libre arbitre, c'est l'idée qu'on peut choisir librement nos actions. Vous savez, qu'on n'est ni juste un corps avec des réflexes conditionnés d'avance, ni des esclaves de la vie ou des autres, suivant docilement ce que l'on attend de nous. Nous avons tous notre petite idée sur la question, mais avant d'en débattre, faisons donc un tour d'horizon sur ce que nous disent les religions, les philosophies, les anciens et la science. Histoire de trouver des points communs ou pas. Les religions, les philosophies, les visions des peuples premiers abordent toute la question du libre arbitre, mais chacune à leur manière, un peu comme différentes recettes pour un même plat. Les religions envisagent en général la liberté de choix comme un don divin, un cadeau, lié à des règles morales. Pour le christianisme, par exemple, le libre arbitre est un cadeau de Dieu. Il permet à chacun de choisir entre faire le bien et faire des bêtises. Et attention, ce cadeau s'accompagne d'une responsabilité sérieuse, comme si vous receviez un manuel avec pour inscription à utiliser avec sagesse. Dans ce cas, suivre les valeurs dictées par Dieu, c'est vivre en accord avec un ordre supérieur, tandis que s'en écarter entraîne des conséquences. Alors, on choisit enfer ou paradis? Les philosophies, quant à elles, réfléchissent au libre arbitre de façon plus rationnelle, plus conceptuelle. Elles explorent la nature humaine, la raison, le destin ou encore l'équilibre intérieur, sans faire appel à une divinité quelconque. Par exemple, Descartes considérait le libre arbitre comme la capacité de choisir en se laissant guider par la raison. Pour lui, c'est l'évidence de ce qui est vrai ou juste qui doit impacter notre volonté à agir dans ce sens. Les peuples premiers, eux, voient le libre arbitre dans une perspective profondément liée à la nature, aux esprits et au collectif. Pour eux, choisir ne se limite pas à la volonté individuelle, au moi-je. C'est un acte qui engage la communauté, les ancêtres et le monde qui nous entoure. Par exemple, chez les aborigènes d'Australie, le choix personnel s'inscrit dans le temps du rêve, cette période sacrée où les ancêtres ont façonné le monde et établi ses lois. Choisir, c'est alors honorer cet équilibre cosmique et la responsabilité envers le collectif. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse et vous inviter à faire des recherches sur le temps du rêve. C'est quelque chose que j'ai découvert moi-même en préparant ce sujet et je trouve que c'est un véritable trésor culturel. Bref, malgré ces différences, un point commun essentiel unit toutes ces visions. La liberté de choix est toujours accompagnée d'une responsabilité. Exception faite pour une grande partie du monde scientifique qui voit les choses autrement. En effet, du côté des neurosciences, apparemment, notre cerveau prendrait des décisions avant même qu'on en ait conscience. Alors, question libre arbitre, vous me direz? Je ne suis pas scientifique, donc je ne m'étendrai pas sur cette vision-là. Je ne saurais pas expliquer clairement le déterminisme ou la plasticité neuronale. À vous de faire vos recherches et en tirer vos propres conclusions. Non,
Je parle en tant qu'être humain, de genre féminin, né au XXe siècle avec une mixité relative entre deux continents et ayant une vision du monde à double vibration. Le monde visible et l'invisible, la matière et l'esprit, la densité et la lumière. Vous savez, une ancienne qui aime comprendre et expérimenter la vie dans toutes ses dimensions. Un peu comme vous si vous m'écoutez en ce moment. Mais revenons à notre quotidien et à cette grande question qui pique un peu. Est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix? Il est vrai que nous sommes influencés par tout un tas de choses. Notre éducation, notre culture, notre religion, l'environnement dans lequel on a grandi, nos hormones aussi, et puis nos expériences, surtout les mauvaises, notre âge, et même si on est mal luné ou pas, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les décisions prises sous le coup de l'émotion sont rarement des chefs-d'œuvre. Mais alors, si on n'est pas à 100% libre, est-ce qu'on est quand même un peu responsable? Vous sentez venir la suite? Eh oui, en fait. Non seulement on a la possibilité de prendre toutes nos décisions librement, mais en plus on en a la responsabilité totale. À moins bien sûr d'être confronté dans des situations où cette liberté est limitée, comme par exemple pour certaines personnes en situation de handicap, cette responsabilité nous revient pleinement. Voici comment je conçois le libre arbitre. Chacun de nous l'a reçu dans son kit de démarrage à son arrivée dans cette réalité. Et de là, chaque petite ou grande décision que nous prenons nous conduit vers un avenir ou un autre. Fascinant, non? Imaginez pouvoir revoir tous vos choix, des plus insignifiants aux plus importants, et les modifier comme dans un jeu vidéo. Vous verriez alors plusieurs versions de vous-même, très différentes de ce que vous êtes devenu. Autant sur le plan extérieur que psychologique, éducatif ou même spirituel. Donc, avec ce kit de démarrage, on a la responsabilité de nos choix. Pour rendre ça un peu plus concret, je vous propose quelques exemples du quotidien. En amour. Je t'ai trompé, mais c'était plus fort que moi. Libre arbitre ou excuse pourrie? Là, je vous laisse répondre tout seul, comme des grands. En politique. C'est pas ma faute si j'ai mal voté. Vu que les médias nous disaient plein de choses, je pouvais pas faire autrement. Oui, ok, mais pour être manipulé, il faut donner à l'autre le droit de le faire, non? Et du côté consommation, est-ce que c'est vraiment vous qui avez choisi d'acheter ce grille-pain en forme de chat? Ou est-ce que c'est l'algorithme qui vous a eu? Eh bien, qui a choisi de donner son pouvoir d'attention à un algorithme? Je pense que vous comprenez maintenant où je veux en venir. Oui, c'est vrai. On n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe dans nos vies, ou sur la façon dont les autres agissent. On n'a pas le contrôle sur les avances que nous fait ce beau collègue au travail, ni d'ailleurs sur ce qui se passe à la télé. On n'a même pas le contrôle sur la météo, ou sur la façon dont les gens conduisent sur l'autoroute. Mais on a le pouvoir de choisir quelle sera notre position ou notre action, comment répondre à la vie et à ce qu'elle nous amène au jour le jour. Parce que le choix n'a rien à voir avec le contrôle. Et c'est peut-être ce que nous avons oublié. Je suis profondément persuadée que nous avons toujours le choix et toujours des décisions à prendre, qu'elles soient faciles ou difficiles, voire impossibles. Car oui, le libre arbitre nous laisse libres de choisir, et à la fois il nous accable de la responsabilité de nos choix. J'irais même jusqu'à dire que c'est cette responsabilité qui nous fait peur et qui nous pousse à vouloir nier la liberté de nos choix. Mais nous pouvons nier autant que nous le voulons. Chaque choix, même ceux qui semblent ne pas être pris par nous, mais pour nous, sont de notre responsabilité. Dire oui, dire non, ou même ne rien dire du tout, est un choix.
Pour les décisions faciles et sans grand impact, on n'y prête pas vraiment attention. Prendre les escaliers ou l'ascenseur, manger de la fondue ou une salade, tout cela peut nous apporter plus ou moins de bien-être. Mais ce sont des choix personnels qui n'affectent que moi et qui plus est, sont presque immédiatement réparables et donc tout à fait gérables. Quand les décisions deviennent plus difficiles, c'est une autre histoire. Accepter un travail qui ne me passionne pas mais qui garantit une stabilité financière, au risque de perdre ma motivation, ou me lancer dans une aventure incertaine avec tous les doutes que cela implique. Ça n'affecte que moi, mais c'est déjà beaucoup plus sérieux, car l'avenir semble incertain et donc le doute s'installe. Et si nous allions encore plus loin, imaginons devoir choisir entre déménager pour une meilleure opportunité professionnelle, en sachant que ce choix pourrait séparer une famille, éloigner les enfants de leurs amis, ou encore imposer à un des proches des changements difficiles à gérer. Ce genre de décision engage non seulement notre avenir, mais aussi celui des autres. Il nous confronte à la lourde responsabilité des conséquences que nos choix peuvent avoir au-delà de nous-mêmes. Et oui, plus une décision est impactante pour le reste des êtres vivants, plus nous nous devons de la prendre avec conscience, lucidité et humilité. Et vous, dites-moi, comment est-ce que vous gérez la responsabilité de vos décisions, surtout quand elles affectent les autres? De mon côté, j'ai remarqué que les choix les plus faciles à prendre, ceux qui ont un impact positif sur ma vie ou sur celle des autres, sont ceux que je fais quand je suis totalement connecté à ma conscience, à mon intuition. Ces choix qui viennent du cœur, comme, comme une évidence, ceux qui me font me sentir libre, libre de choisir, d'aimer et libre de respirer. Mais est-ce que cela fait sens pour vous? Parce que plus je laisse mon mental prendre le contrôle avec toutes ces questions démoralisantes, et plus je deviens hésitante, incapable de distinguer le positif du négatif. Le mental, la réflexion, les pensées, tout ça, ce n'est pas annulé dans l'équation de nos vies. Bien au contraire, nous en avons besoin pour toutes les choses que nous accomplissons quotidiennement. Cependant, pour qu'ils nous servent de façon constructive, il doit être à notre service, au service de notre conscience, et pas le contraire. Et c'est là que nous avons toutes les difficultés à le guider vers son utilité principale. L'organisation, l'archivage, la stratégie, la réflexion, bref, tout ce qui nous fait fonctionner et avancer à chaque instant de nos vies. Alors, tant qu'on le laisse libre, débridé, il arrive avec son cortège de pensées et de questionnements angoissants. Et là, il apporte quelque chose de bien trop toxique, la peur. Car oui, souvent, nos décisions sont prises sous l'emprise de la peur. Et quand celle-ci s'immisce dans tous nos pores, elle relâche un poison insidieux qui freine nos actions, qui obscurcit notre clairvoyance et qui manipule la façon dont nous décidons. Dans ces cas-là, nous n'arrivons plus à discerner le vrai du faux. La peur a une vibration qui crée des barrières invisibles entre nous et notre moi supérieur. Elle nous rend sourds à notre petite voix intérieure. Si nous arrivions à reconnaître cette peur, cette angoisse sans raison réelle, nous pourrions déjà commencer à nous en libérer. La peur est un sujet tellement vaste qu'on pourrait facilement lui consacrer un épisode entier. Peut-être une idée pour plus tard, on verra. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais impossible de l'ignorer quand on parle de libre arbitre, de choix et de responsabilité. Sinon, elle viendrait frapper à la porte. Bien. Avant qu'elle ne s'incruste vraiment, revenons à notre liberté de choix. Donc, ce que je souhaitais apporter ici, c'est l'importance essentielle, cruciale, de renouer avec notre conscience, avec un C majuscule, ou notre moi supérieur, notre essence, notre âme, appelez-la comme vous le souhaitez. C'est en nous connectant à cette conscience, en faisant de la place pour écouter cette voix qui nous souffle de l'intérieur, à travers notre cœur, nos tripes et parfois notre corps tout entier,
que nous pouvons prendre les décisions les plus justes. Et là, juste ne veut pas dire la meilleure décision. Ça veut juste dire la décision la plus correcte pour nous et pour notre entourage à ce moment précis. Parce que lorsqu'une décision vous fait vibrer au plus profond de vous, les personnes autour le ressentent, la nature elle-même semble vous accompagner, et l'univers tout entier s'accorde avec vos besoins. Encore faut-il pouvoir faire la différence entre cet élan primordial et des envies ou des désirs plus ou moins mentaux, c'est-à-dire basés sur ce qui est raisonnable ou parfois sur ce que nous croyons désirer. Comment expliquer cette différence? Peut-être qu'on peut commencer par ressentir. Ressentir pas dans la tête, mais dans le corps. Voilà. Pensez à une décision que vous êtes sur le point de prendre ces jours-ci et demandez-vous, est-ce que ce choix me rend plus léger, légère, ou est-ce que je ressens une contraction? Est-ce que je ressens de la paix ou un genre d'impatience fébrile? Faites la même chose en imaginant prendre l'autre direction, l'autre décision. Le corps donne souvent la réponse. Une sensation d'ouverture, de calme, ou au contraire une tension, un resserrement. Le désir mental a souvent besoin d'une réponse rapide. Il aime le tout de suite. Il rassure l'ego. Il cherche un résultat. Et il est très fort quand il s'agit de nous faire douter. L'élan de la conscience, lui, n'est pas dans le bruit, mais dans la clarté, la simplicité. C'est comme une évidence qui reste en suspens en nous et qui ne nous quitte plus. Certains peuvent même l'entendre comme une petite voix intérieure qui leur souffle discrètement, mais continuellement la direction à prendre. Je me souviens de la fois où j'ai dû faire un choix difficile. J'avais subi une opération et les frais médicaux m'étaient presque entièrement facturés. Ma franchise était très élevée. L'année suivante, j'ai dû décider, est-ce que je la baisse pour être mieux couverte, au risque de ne pas pouvoir assumer les mensualités? Ou est-ce que je la laisse telle quelle en sachant que je continuerai à payer de ma poche à chaque visite médicale? Une aide financière existait, mais sans garantie d'acceptation. Sur le papier, ce n'était pas si compliqué. Mais, basé sur mon salaire, ça devenait un vrai casse-tête. Au fond de moi, c'était clair. Mon corps se contractait sur l'une des décisions et se relâchait sur l'autre. Ma petite voix me disait: baisse ta franchise et demande de l'aide. Mais mon mental, lui, il m'a baladé pendant 2 mois, jour après jour. Calcul quotidien, scénario catastrophe, peur de l'échec. Il me montrait le pire, le refus d'aide, plus des mensualités intenables. La vibration de la peur m'avait presque totalement paralysée. À quelques jours de la date limite, je me suis posée, j'ai respiré, j'ai essayé de me concentrer, mais rien à faire, le mental moulinait toujours. Alors je suis sortie marcher, j'ai longé le lac. L'eau chez moi, c'est l'élément qui nettoie. Et en rentrant, j'étais calme et je savais quoi faire. Juste avant d'envoyer les demandes, j'ai quand même pris le temps de poser les questions cruciales à mon pendule. C'est vrai, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai donc envoyé mes demandes et résultat, aujourd'hui, je n'ai plus d'angoisse quand je vais chez mon homéopathe et mes mensualités sont allégées. Mais surtout, je me suis une fois de plus confirmé que suivre ma voix intérieure, même dans la peur, change tout. Imaginez un peu si je m'étais laissé faire par l'inquiétude. Cette petite histoire s'est bien terminée et vous pourriez penser qu'il en va toujours de même. Mais c'est pas vrai. Il y a des fois où on suit son élan intérieur et pourtant les choses deviennent plus difficiles. On fait ce qu'on sent juste, profondément, et pourtant, la vie ne répond pas comme on l'espérait. Et dans ces moments-là, on ne peut pas voir où est le bien fondé de notre choix. Et pourtant, lorsque le temps passe et qu'on se retourne pour faire un bilan, là, on comprend. On comprend pourquoi c'était important de suivre sa petite voie, pourquoi ce choix, même s'il n'a pas apporté du confort, a renforcé quelque chose d'essentiel.
l'estime de soi, la paix intérieure, le refus à la peur, et aussi l'ouverture à un monde de possibilités. Et ça n'a pas de prix. Alors rappelez-vous à chacune de vos décisions importantes. Comment se sent votre corps lorsque vous décidez quelque chose? Est-ce que vous prenez cette décision en connexion avec votre conscience? Ou parce que pendant un instant vous avez cru que vous n'aviez pas le choix? Et surtout, n'oubliez pas que choisir n'est pas une question de contrôle, mais une question de liberté d'agir. Et aussi que même si entre deux choix, aucun n'est totalement juste, votre conscience peut vous aider à prendre la meilleure des deux. Et parfois même vous montrer qu'il y a d'autres possibilités que vous n'aviez pas vues. Je conclurai ainsi. Peut-être que le libre arbitre, ce n'est pas tant faire ce qu'on veut, mais apprendre à écouter qui on est. Pas qui on croit être, pas ce qu'on voudrait paraître aux autres, mais qui on est réellement au fond de nous, notre source, celle qui ne triche pas, qui ne se cache pas. Cette source qui sait tout. Et quand on commence à vivre à partir de là, nos choix deviennent des actes sacrés, des actes de création. Pas parfaits, non. Pas toujours récompensés non plus, mais vrais. Et ça, n'est-ce pas la liberté? Nous voilà à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Pour notre prochaine rencontre, je vous propose un thème, tout ce qu'il y a de plus féminin, les menstruations. Alors que vous soyez jeune ou moins jeune, quelle que soit votre apparence physique, votre couleur, votre appartenance spirituelle ou religieuse, que vous ayez des diplômes ou non, que vous soyez maman ou pas, bref, qui que vous soyez, si vous êtes née femme, cet épisode sera pour vous. Je vous invite à ne pas le manquer. Il risque de vous apporter un nouveau regard sur vous-même et sur le monde qui nous entoure. Avant de nous quitter, je vous propose comme à notre habitude un petit défi. Vous allez voir, c'est tout simple. Prenez un moment de calme, 2 ou 3 minutes, pas plus, et posez-vous une seule question. Dernièrement, quel choix ai-je mis de côté par peur alors que je sens au fond qu'il est juste pour moi? Ne vous empressez pas de répondre, juste écoutez et ressentez ce qui vient. Merci d'avoir partagé ces quelques instants du fil d'argent avec moi. Si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à le partager avec d'autres personnes de votre entourage qui pourraient se trouver à la croisée des chemins. Et si le cœur vous en dit, laissez-moi un commentaire. J'adore lire vos retours. Vous n'osez pas vous exprimer en public? Pas grave. Vous pouvez toujours aller sur mon site internet et m'envoyer simplement un email. En attendant notre prochain épisode, prenez soin de vous, de vos choix et surtout de votre lien à votre conscience. Et n'oubliez pas, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez.